Bonjour mes chers élèves. En raison des conditions de confinement, cette fois-ci, j'ai préféré utiliser une autre technique de PowerPoint pour enregistrer la vidéo depuis mon domicile. Au lieu de se déplacer au lycée, j'espère que cette vidéo sera au niveau requis. Comme je vous ai promis autrefois, on va traiter aujourd'hui la deuxième partie de la leçon mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme. Dans cette partie, on va essayer de répondre aux questions que j'ai posées dans la première partie. C'était une partie, bien sûr, réservée au côté expérimental. Donc, on a vu l'expérience et les résultats que l'expérience nous a donnés. Maintenant, on va traiter la partie théorique. Donc, en étudiant la déviation des électrons. Voilà, j'ai donné ça pendant la première partie. Dans la première partie, voilà les données et les énoncés de cette application-là. Bien sûr, ce sont les données de l'expérience que nous avons déjà traitée. Je vous laisse le temps pour relire voilà les questions que j'ai divisées en deux parties, donc la partie dynamique et la partie où il y a l'étude cinématique. Voilà la suite des questions. C'est là. Donc, autrefois, on a traité, autrefois, on s'est arrêté à ce niveau-là et on a traité déjà une partie de cette partie théorique. Donc, il s'agit de démontrer que le poids il est négligeable devant la force la force électrostatique. Voilà, je vais essayer de rappeler ça. Donc, on a vu que le système étudié c'était l'électron. Et bien sûr, on a choisi le référentiel, on a dit que c'est considéré comme galiléen, vu la courte durée du mouvement du mouvement, et par rapport à la rotation de la Terre autour d'elle-même. Et on a choisi comme repère d'espace un repère, lié au référentiel d'étude ROIGK. Le bilan de force, bien sûr, il y a deux forces. C'est la force électrostatique. F est égal à moins E fois E, et il y a le poids, P est égal à MEG. Pour faire la comparaison, on va essayer de faire des petits calculs. Donc, on a besoin de calculer la valeur de E. Donc, E est égal par définition, c'est la valeur absolue du AB sur D. Donc, l'application numérique, on obtient que E est égal à 4,710 à la puissance 3 volts par mètre. Une fois qu'on a calculé E, on peut calculer F. Donc, je vais calculer maintenant le rapport F sur P pour faire la comparaison. Au lieu de calculer chaque valeur toute seule, donc c'est mieux de faire, une fois qu'on vous demande de faire la comparaison, c'est mieux. Donc on n'a pas demandé de calculer F et de calculer P, on a dit de faire la comparaison. Donc c'est mieux de faire de calculer le rapport comme ça. Donc on va trouver une valeur et on va déduire notre comparaison. Voilà, donc F sur P, je remplace F par son expression et P par son expression. Et je passe donc à l'application numérique. Je trouve que F sur P est égal à 8,410 à la puissance 13. Ça veut dire que F
et il est de l'ordre 10 à la puissance 14 fois P. Donc, on peut dire maintenant que P est très négligeable devant F, et en conséquence, donc l'effet du poids, dans le reste, dans notre étude, sera négligé devant la force électrostatique. Maintenant, on va passer au calcul des coordonnées du vecteur accélération. Donc, on va appliquer la deuxième loi de Newton qu'on appelle aussi théorème de centre d'inertie. Voilà, donc c'est la somme des forces extérieures est égale à M fois AG, vecteur AG, avec ici les forces qu'on a. Donc on a deux forces, on a la force électrostatique et la force du poids. Vu qu'on a négligé la force du poids, donc la seule force qui est exercée maintenant, c'est la force électrostatique. Alors on peut écrire maintenant que F est égal à QE est égal à MAG, avec Q c'est moins E, donc je remplace par sa valeur, donc j'obtiens que AG est égal à moins E sur M fois E. Donc, d'après cette relation, je peux déduire les caractéristiques du vecteur accélération. Donc la direction, c'est la même direction que le champ électrostatique, ça se voit bien. Et le sens, vu qu'il y a un signe moins, donc ils ont des sens opposés, A, G et E. Et la valeur, donc c'est A, et d'après toujours la même expression, est égal à E sur M fois E. Est égal à, donc je remplace E par son expression qui est UAB sur D, et j'obtiens la relation suivante. Donc, application numérique, A est égal, on trouve que A est égal à 8,26 10 à la puissance 14 mètres secondes moins 2. Maintenant, on va passer à l'étude cinématique. Donc, avant de traiter cette partie-là, je vais donner les conditions initiales. Les conditions initiales sont les suivantes. Donc, OG0, donc T est égal à 0, X0 est égal à 0, Y0 est égal à 0, Z0 est égal à 0. Et de même, V0, et là, donc V0X, c'est V0, puisque la vitesse était horizontale, c'était selon l'axe OX, et il n'y a pas de vitesse initiale selon l'axe OY et selon l'axe OZ, donc V0Y est égal à 0, et V0Z est égal à 0. Maintenant, on va passer aux coordonnées du vecteur, donner les coordonnées du vecteur accélération d'après ce qui précède. Donc, d'après la relation précédente, donc on a bien sûr, puisque A, donc on a vu que AG c'est une constante fois vecteur E. Donc, et vu que E, elle est portée par l'axe donc au Y, donc AX est égal à 0. Et AY est égal à, bien sûr, donc c'est E sur M fois E, donc, et je remplace E par sa valeur, par son expression sur UAP sur T, et bien sûr AZ est égal à 0. Donc je peux écrire que AG est égal à E sur M UAB sur D fois G. Donc ça se voit que c'est vers le haut, donc c'est pour cela que même l'accélération c'est vers le haut, donc c'est le sens de la force, et c'est pour cela qu'on a le faisceau vers le haut. Donc coordonnées, maintenant on va passer aux coordonnées du vecteur vitesse. Donc on va utiliser la relation connue entre la vitesse et l'accélération. On sait que le vecteur accélération H est égal à la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Donc, par une simple intégration de chaque composante, je vais obtenir donc Vx c'est quoi? Vx c'est l'intégrale de Ax dt, et Vy c'est l'intégrale de Ay dt, et Vz c'est l'intégrale de Az dt. Et vu que AX est égal à 0 et AZ est égal à 0, donc je vais obtenir que Vx est égal à une constante. Cette constante, c'est V0, comme on appelle V0x. C'est-à-dire on va la calculer d'après les conditions initiales. La même chose pour Vz. Et pour
pour Vy, puisque A elle est constante, donc l'intégrale de A dt, c'est AT plus une constante, et la constante c'est V0 et Y. En revenant aux conditions initiales, donc on sait que V0x elle est égale à V0, et V0y est égal à V0z est égal à 0. Donc je remplace et j'obtiens l'expression définitive de VG. Donc VG, ses composantes et ses coordonnées sont Vx est égal à V0, Vy est égal à AT, Vz est égal à... Maintenant, on va passer au calcul des coordonnées du vecteur position. Donc pour cela, on utilise la relation suivante. V de G est égal à D de OG sur DT. Bien sûr, le vecteur VG est égal à la dérivée du vecteur position OG par rapport au temps. Par une simple intégration, donc on obtient donc les équations suivantes. Ça veut dire que x c'est l'intégrale de Vx dt, et y c'est l'intégrale de Vy dt, et z c'est l'intégrale de Vz dt. En remplaçant Vx et Vy et Vz par leurs expressions que nous avons déjà vues précédemment, donc on obtient, donc avec une simple intégration, on obtient x est égal à v0, t plus x0, donc x0, y0, z0 sont des constantes d'intégration, donc on va calculer grâce aux conditions initiales. Donc en tenant compte des conditions initiales, on sait que x0 est égal à 0, y0 est égal à 0, z0 est égal à 0, donc on obtient l'expression définitive de vecteur, du vecteur position. Donc les coordonnées sont les suivantes. Donc x est égal à v0t, y est égal à 1 demi at au carré, z est égal à 0. Donc d'après ce résultat-là, on voit clairement que Vz est égal à 0 et Z est égal à 0. Donc, quel que soit le temps, donc durant tout le temps, donc on a Z qui est égal à 0, Vz qui est égal à 0. Donc, on peut dire que le mouvement ne se fait pas selon l'axe au Z, il se fait seulement dans le plan X, O, Y. Et pour cela, c'est pour cela qu'on dit que le mouvement, il est plan. Maintenant, on va passer à l'équation de la trajectoire. Donc, pour obtenir l'équation de la trajectoire, comme nous avons déjà vu dans les applications précédentes, donc on élimine le temps entre deux équations. Donc ici, on a la première équation, ce qui est en rouge, dans les équations qui sont en rouge là, dans le cadran rouge. Donc x est égal à v0t, y est égal à 1 demi at au carré. Donc je vais éliminer le temps entre ces deux équations là pour obtenir l'équation de la trajectoire. Donc d'après la première équation, x est égal à v0t, je peux remplacer, donc je peux tirer l'expression de t. T est égal à x sur v0. Et je prends x sur v0, je remplace, j'injecte cette expression-là dans la deuxième équation qui est y 1 demi at au carré. Donc en remplaçant t par x sur v0, je vais obtenir que y est égal à 1 demi à, 1 demi à x au carré sur v0 au carré. Donc c'est une équation qui s'écrit, c'est une équation y est égal à f de x qui s'écrit sous la forme y est égal à kx au carré. Donc c'est une équation, c'est l'équation d'une parabole, et on peut dire que à l'intérieur du condensateur, les électrons décrivent un arc de parabole, bien sûr d'axe vertical OY. Maintenant, on va passer à calculer donc la distance verticale de déviation des électrons à la sortie du condensateur. C'est-à-dire au point S où l'électron sort, donc je vais calculer cette distance verticale, c'est-à-dire calculer YS. Donc pour ce faire,
Donc au point S, donc elle a pour coordonnées, donc les coordonnées au point S, donc selon l'axe des X, on a XS est égal à L. Donc ces données dans les données de l'exercice, de l'application. Donc je remplace cette XS par sa valeur dans l'équation de la trajectoire. On sait que l'équation de la trajectoire c'est quoi? C'est Y est égal à 1 demi A V0 au carré X au carré lorsque Y au point S, YS est égal, donc dans ce cas-là, XS est égal à L. Donc je remplace X par L et Y par YS, j'obtiens la relation suivante. Donc là, je peux calculer directement. Donc je peux passer à l'application numérique directement puisque j'ai déjà calculé A et j'ai la valeur de V0, j'ai la valeur de L. Mais je peux, pour voir de quoi il dépend ce YSA, YS, je vais donc essayer de remplacer A par son expression. Donc en plaçant A par son expression, on obtient que YS est égal à 1 demi E sur M UAB D L au carré V0 au carré. D'après cette expression, on voit bien que cette distance-là verticale, elle dépend de E, elle dépend de M, elle dépend de l'IDP, elle dépend de D, elle dépend de L. Donc une fois qu'on change donc la valeur de l'un de ces termes-là, donc la valeur de YS change. Donc elle dépend de tout ça. Donc application numérique, on obtient que YS est égal à 1,0310 à la puissance moins 2m. Une fois que vous voulez calculer ce YSA, il faut faire attention, c'est-à-dire les expressions de chaque grandeur, il faut la donner, dans le système international. Donc E c'est en coulomb, U en volt, L c'est la distance en mètres, M en kilogrammes, D en mètres, V0 c'est en mètres par seconde. Donc il faut faire attention pour obtenir la valeur de YS en mètres. Alors maintenant, une fois qu'on a étudié donc le comportement de l'électron à l'intérieur du condensateur, c'est-à-dire dans la région où règne un champ électrostatique, maintenant la question que se pose est la suivante: que se passe-t-il à partir du point S? Donc expérimentalement, on a vu ça, on a vu sur l'expérience, on a vu dans l'expérience que une fois qu'elle sort, que le faisceau sort de la région de S, c'est-à-dire de la région où règne le champ électrostatique, donc la trajectoire devient rectiligne, elle est sous forme d'une droite. Alors on va essayer de démontrer ça théoriquement. Donc, à la sortie, ou bien d'expliquer ça, donc à la sortie du condensateur, on peut considérer que la force électrique est pratiquement nulle. C'est-à-dire que donc les deux forces qui existent, on est dans le vide, et les deux forces qui existent, c'est le poids et la force électrostatique. Alors, une fois qu'elle sort de la région où règne le champ électrostatique, donc la force électrostatique n'existe plus, donc l'effet donc il devient négligeable, donc il reste la force du poids. Vu que la vitesse avec laquelle l'électron sort de S, donc c'est une vitesse qui est très grande, alors donc l'électron il est très accéléré, donc on va considérer que l'effet du poids sur le mouvement des électrons est négligeable. Alors l'effet sur le mouvement, l'effet du poids sur le mouvement, il est négligeable. Donc c'est comme s'il n'y a pas de force. Alors donc ce qui explique que la trajectoire, que le mouvement donc des électrons est pratiquement rectiligne, uniforme entre guillemets, on l'a mis entre guillemets parce que ce sont des approximations hein, sur la courte distance qui sépare le point S de l'électron. Donc d'où l'explication de ce que nous avons vu dans l'expérience. La direction des électrons à la sortie du condensateur, bien sûr, elle est tangente à la parabole au point S.
Donc, cette équation l'équation de cette tangente, bien sûr, c'est une droite, donc on peut l'écrire sous forme de y est égal à k x plus p. Donc, le k, c'est le coefficient directeur donc c'est le coefficient directeur de la droite y est égal donc y est égal à kx plus p. Avec une dérivée, donc si on dérive dans l'équation de la trajectoire que nous avons déjà, vu, donc au point x est égal à l, on obtient donc la relation suivante. Donc là, sur la figure, donc on va essayer d'exploiter cette figure-là. Vous voyez donc en rouge, les pointillés en rouge, c'est la trajectoire du faisceau des électrons. Donc à l'intérieur des plaques, c'est une portion de parabole du point S jusqu'au point S'. C'est une portion de droite, et vous voyez que cette droite-là, elle est tangente à la parabole au point S et il coupe l'axe au X au point C. Donc, et en formant un angle θ avec l'horizontale. Donc, θ, ça s'appelle angle de déviation ou bien angle de déflexion. Donc, après, on va essayer. On a donné dans les données, de l'application, on a dit que C c'est le milieu. On va essayer de montrer que, démontrer que C, théoriquement que C c'est le milieu donc du condensateur. Donc pour cela, on a donc l'équation donc de la parabole, c'est quoi? On a vu que c'est y est égal à kx au carré. Donc si on dérive donc d de y sur dx en x est égal à l, ça veut dire c'est la tangente. Donc c'est la tangente. Donc on peut dire que tangente θ est égale à d de y sur dx au point x est égal à l. Donc elle est égale, d'après l'expression que nous avons devant nous, est égale à 2kl. Donc je remplace x par, donc c'est 2kx, et je remplace x par l, ça va nous donner 2kl. Voilà, j'obtiens la relation suivante. D'autre part, donc j'ai tangente θ, suivez-moi, donc dans le petit triangle. Donc si je prends la projection, on prend la projection de S sur l'axe EX, c'est le point H. Imaginez, donc, il est dans la première figure. Donc, ici, j'ai oublié de mettre un H, donc c'est la projection. Et je travaille dans le triangle, donc SCH. Donc, la tangente de θ, c'est quoi? C'est SH. SH, c'est quoi? C'est YS. C'est ce que j'ai écrit là-bas. YS. Donc, c'est la hauteur de S. Donc, c'est la hauteur YS. Sur quoi? Sur SCH. Le CH, c'est quoi? C'est XC moins XS moins XC. Ça veut dire c'est quoi? C'est L moins XC. Donc, je remplace YS par sa valeur. YS, c'est quoi d'après l'équation de la parabole? C'est KL au carré. Donc, c'est KL au carré. Donc, je vais donc essayer de simplifier entre... Donc, j'ai KL au carré sur L moins XC est égal à 2KL. Je simplifie par KL et j'obtiens la relation suivante. 2 facteurs de L moins XC est égal à L. Avec un simple calcul, j'obtiens que XC est égal à L sur 2. Donc, voilà, j'ai démontré que l'abscisse de C, c'est L sur 2. Ça veut dire que C, c'est le milieu du condensateur. Donc la tangente SS' passe par le centre du condensateur. Maintenant on va calculer donc la distance DE qui est égale à S'. DE qu'on va appeler donc c'est la déflexion ou bien la déviation. Donc, vous voyez que au début, le faisceau arrive horizontalement avec une vitesse V0 et au point S, donc il y a une déviation. Donc, il est dévié par une déviation qu'on a une distance DE qui est égale à IS, qui est égale à IS'.
Donc, pour calculer cette déflexion, ou bien cette déviation qu'on appelle déviation électrostatique, on va travailler avec on va travailler sur la figure précédente. Voilà, donc donc je vais essayer ici de calculer tangente par deux façons. La première, donc tangente θ, donc je vais prendre le grand triangle, c'est-à-dire le triangle IS'C. IS'C, donc tangente θ est égale à IS' sur D. Vous voyez que c'est simple, donc c'est l'application. Et la deuxième expression que vous voyez est égale, donc je vais travailler sur le petit triangle CSH, que j'ai pas mis aussi, c'est donc H. Donc c'est quoi? C'est YS sur CH. CH, on vient de démontrer que CH c'est L sur 2. Donc j'ai YS sur L sur 2. Donc j'ai la relation suivante, donc IS' sur D est égal à 2YS sur L. Donc, et je vais donc, en remplaçant YS par son expression littérale, on obtient que ES' donc est égal à E sur M. Donc E c'est E sur M, D sur grand D sur D, L U A B V0 au carré. Donc là c'est M, hein, c'est pas M, donc c'est M. Et avec une application numérique, donc je vais obtenir que ES' est égal à 2,75 10 à la puissance moins 2, 10 à la puissance moins 2 mètres, ça veut dire c'est 2,75 centimètres. Donc la valeur de la vitesse au point S. Donc pour calculer la valeur de la vitesse au point S, on sait que Vs, donc c'est Vx au carré au point S plus Vys au carré. Donc Vxs donc au point S, c'est Vxs, donc c'est V0, donc on a vu que c'est constante donc selon l'axe des X. Et Vy, donc il suffit de remplacer, donc on a vu que Vy est égal à T, donc en remplaçant Ts, c'est déjà c'est L sur V0, je remplace Ts par sa valeur, c'est L sur V0, et j'obtiens que la valeur, donc l'expression suivante. Donc voilà, en remplaçant A par son expression, on obtient que Vs est égal à V0 au carré plus l'expression entre parenthèses au carré. Donc application numérique, je vais obtenir que Vs à peu près est égal à 3,0210 à la puissance 7 mètres par seconde. Vous voyez que c'est une valeur qui est très grande vu donc ce qui justifie l'approximation que nous avons déjà fait. Donc maintenant, on va essayer de calculer donc, le temps delta T mis par les électrons pour traverser le condensateur. Donc c'est déjà donc Ts c'est L sur V0, avec un simple calcul. Donc je vais obtenir que Ts est égal à 5,10 à la puissance moins 9 secondes. Donc vous voyez que c'est un laps de temps, donc c'est très petit. Et maintenant, donc voilà, presque notre leçon elle est terminée, on a répondu aux questions. Maintenant, je vais vous ajouter juste quelques applications de cette déviation-là. Donc, alors, je vais vous donner deux applications pour cette déviation. Donc, la première application, c'est le premier dispositif, c'est donc l'oscilloscope. Donc voilà un schéma simplifié de oscilloscope. Donc c'est un dispositif que vous avez utilisé pas mal de fois. Donc c'est un dispositif qui est enfermé dans une ampoule dans laquelle règne le vide. Vous voyez donc il y a donc un canon à électrons qui produit et accélère les électrons. Donc et il y a les plaques de ce qu'on appelle les plaques de déviation des électrons. Donc une fois que le vaisseau
d'électrons donc traversent les premières plaques qui sont soumises à une tension. Comme ce que nous avons déjà vu, donc ça dépend du sens, donc la déviation sera en fonction du sens de E. Donc si la tension était alternative, donc le sens de E du champ électrostatique va changer, donc la déviation va changer, ainsi de suite. Et une fois le faisceau sort de ces deux plaques-là, donc elle entre deux plaques. Donc vous voyez les deux premiers elles sont donc verticales et les deux autres elles sont horizontales. D'où la déviation que nous remarquons sur l'écran. Donc une fois que le spot arrive sur l'écran, elle entre en collision avec ce dernier pour générer un spot lumineux qu'on observe. Voilà. Je passe à la deuxième cas. Donc, le deuxième cas, c'est la deuxième application, c'est l'accélérateur linéaire. Donc, l'accélérateur linéaire, comme vous voyez là, j'ai mis une animation. Cet accélérateur il est formé de plusieurs cylindres le faisceau traverse ces cylindres là et vous voyez dans le cylindre à l'intérieur du cylindre il n'y a pas de champ électrostatique et vous voyez que la tension une fois que la tension change le sens de E change il y a une accélération par exemple d'ion ou bien une électrode repousse soit l'électron soit l'ion et l'autre elle l'attire il y a une accélération. La longueur, vous voyez que la longueur du tube est calculée pour que la durée de parcours correspond à une demi-période de la tension alternative appliquée. La tension a le même signe entre chaque paire de tubes. Vous voyez au passage des particules. Celles-ci sont accélérées. La longueur du tube augmente, vous voyez que la longueur du tube augmente pour compenser la variation de vitesse des particules. Et par exemple, pour les électrons, l'énergie cinétique peut aller jusqu'à 40 mètres. Ce type d'accélération, il est utilisé pour les protons, pour les ions. Par exemple, voilà, on a un exemple d'accélérateur linéaire qui est utilisé en radiothérapie. La leçon est terminée. Merci pour votre attention et à la prochaine leçon.